On passe à la communication suivante qui va être présentée par le professeur Souilmi de FES concernant l'hématurie. Bonjour tout le monde. Je remercie bien sûr Monsieur le Président de l'Amicale des pédiatres de FES ainsi que le comité de m'avoir invité à parler d'une thématique de néphrologie. Alors donc j'aimerais partager avec vous parler le thème suivant, donc c'est l'hématurie chez l'enfant. Alors c'est un motif, la présence de sang finalement, quand c'est un motif de consultation, c'est toujours une très grande source d'anxiété, que ce soit pour les parents, le patient lui-même ou le praticien. C'est un motif de consultation qui est très fréquent, mais en néphrologie pédiatrique. Et les principales caractéristiques de ce symptôme, c'est qu'il est non spécifique et il peut relever d'une grande variété de pathologies, des plus bénignes aux plus graves. Et là, donc, souvent, l'attitude, c'est d'avoir, est-ce qu'il faut faire une enquête exhaustive devant ce symptôme ou il faut se limiter à certains examens complémentaires. Et donc, nous allons essayer de proposer une approche rationnelle devant ce symptôme, puisque le traitement étant celui de la cause. Alors, l'hématurie macroscopique, contrairement à l'hématurie microscopique, elle est beaucoup moins fréquente. Et son incidence, donc elle est de 1,3 pour 1000 aux USA. Et l'hématurie microscopique, donc elle est plus fréquente, surtout dans les pays qui la retrouvent, donc à cause du dépistage systématique, surtout donc en milieu scolaire. Et elle est retrouvée, elle est souvent transitoire. Ce qui le prouve, c'est qu'il y a plusieurs études, quand ils ont refait, il y a des études à 4 échantillons, des études à 3 ou 2, et plus on multiplie les échantillons, donc elle ne persistera après que chez 1 à 2% des cas, ça veut dire que souvent elle a un caractère bénin et transitoire. Alors, il se définit, donc il y a une limite par un taux de globules blancs qui est de 5 par millimètre cube et super un seuil de 5000 globules rouges pour le Cantadis, pour ceux qui l'utilisent toujours. Donc maintenant, c'est plutôt l'examen cytobactériologique des urines qui est le plus fréquemment utilisé. Alors, cette hématurie, elle peut être évidente à l'œil nu, c'est-à-dire qu'elle peut être macroscopique. Et la couleur, donc le ton, la couleur de cette hématurie a une très grande valeur sémiologique et qu'il faudra préciser par la suite. Donc elle peut être rouge vif, donc on peut avoir des caillots de sang, ça peut être brun, Coca-Cola, thé concentré. Et il faut savoir que même donc, une hématurie qui est abondante ne cause qu'exceptionnellement, ne peut être responsable qu'exceptionnellement d'anémie, puisqu'il suffit de 1 ml de sang dans les urines, dans 1 litre d'urine, pour changer la couleur des urines. Alors l'hématurie microscopique, elle est bien sûr non évidente à l'œil nu, et donc on la recherche par la bandelette urinaire, donc on peut la découvrir. Et je souligne qu'il n'y a pas de consensus de définition pour l'hématurie microscopique, parce qu'il y a ceux qui limitent le taux de globules rouges à 5, ceux qui définissent par 4 ou 3. Donc quand on lit les études, il faut faire attention donc, au chiffre qui a été retenu par l'étude. La bandelette urinaire dans le dépistage de l'hématurie, elle est très très sensible et spécifique. Ça veut dire qu'une bandelette urinaire négative élimine une hématurie. Par contre, lorsqu'elle la retrouve, donc elle doit être impérativement confirmée. Et là, on arrive à la première étape. Donc, quand on a une bandelette urinaire qui est positive, il faut toujours penser aux pseudo-hématuries, c'est-à-dire que lorsqu'on a une coloration rouge des urines, tout ce qui est rouge n'est pas forcément du sang. Et donc, ce qui peut donner de faux positifs concernant la bandelette urinaire, c'est des pigments comme l'hémoglobinurie, la myoglobinurie ou la présence de certains antiseptiques comme la bétadine éventuellement dans les urines. Quant à l'hématurie macroscopique, là, donc, tout le monde le sait, donc c'est soit d'origine interne, donc en cas de rhabdomyolyse, donc on a la myoglobinurie, la porphyrie, ou en cas d'hémolyse, donc qui peuvent donner un aspect rougeâtre des urines, ou la consommation de certains aliments comme la betterave ou beaucoup de bonbons contenant l'aniline qui peuvent colorer les urines, et bien sûr la consommation de certains médicaments dont les plus fréquents sont l'ibuprofène, métronidazole et la rifampicine. Alors, les circonstances de découverte, donc là, elles peuvent être, donc pour l'hématurie macroscopique, donc soit que vous allez recevoir l'enfant en plein crise, ça veut dire qu'il présente l'hématurie, il se présente, ou lorsque l'hématurie est récidivante, et à ce moment-là, le patient va venir à distance de l'épisode. L'hématurie microscopique, donc il faut la chercher pour la trouver. Et du coup, donc, le contexte de recherche de cette hématurie est différent. Soit qu'on est en train de bilanter donc, déjà le malade pour des symptômes qui l'ont fait
consulter, donc, que ce soit dans le cadre d'une maladie de système, d'une insuffisance rénale, dépistage familial, donc des infections qui peuvent se compliquer d'atteinte rénale comme les endocardites, les tuberculoses, ou lors d'un dépistage systématique, mais ce n'est pas fréquent chez nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a d'autres pays qui font le dépistage systématique en médecine scolaire, soit que le médecin donc, a recommandé ou demandé la bandelette dans le cadre d'une pathologie chronique comme les malformations urinaires ou le suivi d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Donc là, la bandelette urinaire, donc, elle est utilisée pour la détection dans certains pays qui ont la politique pour détecter les maladies rénales d'une façon précoce, parce que dans ces pays, il y a certaines pathologies qui sont fréquentes, comme les néphropathies IgA, qui peuvent prédisposer à l'IRC, chose qui n'existe pas dans notre pays. Alors, les causes de l'hématurie, donc on peut avoir, c'est tout l'arbre urinaire qui peut saigner n'importe quelle lésion, que ce soit l'arbre urinaire supérieur, ou c'est-à-dire le rein et les uretères, où on peut avoir des hématuries d'origine basse, c'est-à-dire vésicale et urétrale. Donc les causes glomérulaires, donc j'ai mis en gras donc les pathologies les plus fréquemment rencontrées, c'est les néphropathies IgA, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, le syndrome d'Alport, purpura rhumatoïde, le lupus érythématodisséminé. Ça peut être une atteinte interstitielle par infection, consommation de médicaments donnant les néphrites interstitielles, ou dans les troubles hémorragiques, les troubles de la coagulation, les thrombopénies, la maladie de Van Willebrand, ou des causes vasculaires, fistules, angiomes, malformations, les thromboses veineuses qui sont présentes souvent qui peuvent être présentes surtout chez le nouveau-né, à la période néonatale. Et donc, il y a ce qu'on appelle le syndrome de casse-noisette ou nutcracker. Donc là, c'est une malformation à substratum génétique qui, si vous lisez donc, les articles sur l'hématurie, elle est très fréquente en Asie. Avec un substratum génétique, il s'agit d'une malformation, c'est un passage, c'est la veine rénale qui est comprimée entre l'aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure. Et ça peut donner des hématuries macroscopiques, microscopiques, qu'elles soient symptomatiques ou non symptomatiques. Et là, donc, j'en ai parlé parce que j'ai vu un cas l'année dernière d'un jeune adolescent qui avait le même syndrome et qui traînait avec son hématurie depuis plusieurs années. Alors, donc, on a dit, tout l'arbre urinaire peut être lésé et saigné. Donc là, ça peut aller, donc, vous voyez donc là des tumeurs, des kystes, des malformations, des calculs, quel que soit leur niveau au niveau de la voie urinaire, traumatisme, donc donnant des fois des foyers d'ischémie. Et puis, donc, on peut avoir donc, les tumeurs chez l'enfant, bien sûr, c'est le néphroblastome qui est la tumeur la plus fréquente. Et donc, on peut avoir des médicaments, mais là, quand je dis médicaments, ce sont des médicaments qui sont néphrotoxiques. Pas les médicaments qui donneront une coloration anormale des urines, mais comme par exemple le cyclophosphamide qui donne la cystite hémorragique chez l'enfant. Alors donc, d'une manière absolue, donc les causes les plus fréquentes, heureusement, donc c'est l'infection urinaire. Néphropathie à membrane basale fine, donc c'est une maladie apparentée du syndrome d'Alport, mais sans surdité, qui survient surtout chez les patients qui sont hétérozygotes à la mutation du collagène, néphropathie IgA et les hypercalciuries idiopathiques. Il y a beaucoup de pathologies qui sont communes, qui donneraient l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique, mais les principales dans chaque catégorie sont différentes. Par exemple, donc l'hématurie macroscopique, dans l'hématurie macroscopique, on retrouvera comme cause principale l'infection urinaire, la glomérulonéphrite aiguë, les traumatismes et les irritations donc locales, donc urétrite, etc., donc chez les enfants. Concernant l'hématurie microscopique, donc c'est souvent l'origine elle est glomérulaire et on aura les néphropathies, comme j'ai dit tout à l'heure, à membrane basale fine, IgA et l'hypercalciurie. Il faut savoir que ça existe, il y a beaucoup d'hématuries qui peuvent rester asymptomatiques sans étiquette étiologique, qu'elles soient macroscopiques ou microscopiques, et ça peut aller jusqu'à 30% des cas. Alors, devant ce large spectre de pathologies, comment il faut procéder? Donc, est-ce qu'on est devant une cause glomérulaire, urologique? Il y a du sang, c'est grave, c'est pas grave, c'est une pathologie bénigne. Quelle exploration? Et puis quand je dois adresser le patient à une consultation spécialisée. Alors là, le rôle du pédiatre face à ce patient-là, ça serait de veiller donc, à détecter les pathologies graves, parce que c'est ça le but de l'exploration, ne pas passer à côté d'une pathologie qui est potentiellement grave, soit immédiatement, soit au long cours, parce qu'elle prédisposerait à une néphropathie progressive et chronique, se compliquant plus tard d'une insuffisance rénale.
Et puis après, donc en même temps, donc il ne doit pas être très exhaustif, donc il doit demander des bilans qui sont ciblés pour, bien sûr, sélectionner, donc ne pas passer à côté de ces maladies graves et réduire le coût, bien sûr, de la prise en charge, tout en rassurant les patients, puisque donc, vous avez vu que dans l'hématurie, par exemple, microscopique, sans signe de gravité, donc ce sont souvent des formes bénignes. Alors, devant une hématurie, je souligne la chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de consensus de prise en charge. Il n'y a pas d'arbre décisionnel consensuel. Donc, chaque équipe donc, a son arbre décisionnel propre et c'est au cas par cas. D'accord? Donc, et quand on a des arbres décisionnels, ça reste de l'approximatif, puisqu'en pratique, on peut toujours recevoir des malades qui sortent, bien sûr, pour lesquels on ne peut pas respecter l'arbre décisionnel, donc avec des symptômes qui sont nouveaux, qui se sous-rajoutent. Donc, quand on fait ou quand on présente des arbres décisionnels, c'est surtout dans un but juste d'orientation générale des cas les plus fréquents en consultation. Bien sûr, toute prise en charge, et là je vais insister sur l'intérêt de l'examen clinique et de l'anamnèse, et d'ailleurs toutes les présentations qui ont précédé la mienne, donc on commence à insister sur l'intérêt de l'anamnèse et de l'examen clinique, et vous voyez que c'est très important dans la prise en charge et dans l'approche d'un enfant qui se présente pour une hématurie. Ensuite, ça sera des examens paracliniques bien orientés, et ensuite, bien sûr, donc on parlera d'une attitude qui est pratique. Alors la première étape, c'est l'évaluation clinique. Elle est basée sur l'âge, donc parce qu'il y a des étiologies qui sont différentes en fonction de l'âge. Les antécédents personnels, on va essayer de tout relever. Les antécédents, que ce soit d'origine rénale, l'origine, donc pour par exemple, donc l'infection, la bilharziose, antécédents familiaux de polykystose, de syndrome d'Alport, d'insuffisance rénale, hypertension, donc tout ce qui pourrait se lier donc à l'atteinte rénale, et donc le contexte de survenue. Est-ce que cette hématurie est survenue accompagnée de signes urinaires tels les brûlures mictionnelles ou des douleurs lombaires, des coliques néphrétiques à l'occasion d'une altération de l'état général, infection ORL pharyngéto-cutanée, donc qui a précédé de quelques semaines l'installation de cette hématurie, à l'occasion d'un traumatisme, d'une prise médicamenteuse ou d'un effort physique qui est très important. Alors la coloration des urines, comme j'ai dit, donc elle a une grande valeur sémiologique, donc elle peut être brune, thé, Coca-Cola foncé, jamais avec la présence de cailloux, elle témoignerait d'une origine plutôt glomérulaire. Quand elle est rose, rouge, en la présence de cailloux, elle est plutôt d'origine urologique. La chronologie d'apparition, au début, donc c'est les causes initiales, donc c'est l'urètre, terminale c'est vésicale, mais souvent quand l'hématurie est très abondante, elle peut être totale, donc elle n'a pas de valeur localisatrice. Alors l'examen clinique toujours, donc l'examen clinique doit être bien sûr complet et soigneux, comprenant bien sûr les paramètres anthropométriques, la pression artérielle. La prise de tension elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de consulter un enfant, de dire qu'il n'a rien alors qu'on n'a pas fait de prise de tension. La palpation de l'abdomen à la recherche d'une tumeur, d'une déformation, les organes génitaux à la recherche de lésions. Et une chose importante dans l'examen clinique, bien sûr, qui doit être complet, c'est d'éliminer, il permet donc d'éliminer des diagnostics aussi différentiels de l'hématurie, c'est les hémorragies de voisinage. Donc il peut s'agir bien sûr de sang au niveau des selles, des menstruations, sévices, donc chose dont on a parlé hier, et bien sûr la bandelette urinaire qui fait actuellement partie de l'examen clinique doit rechercher absolument une protéinurie associée. Alors donc suite, bien sûr, après l'examen, l'interrogatoire, l'examen clinique et l'analyse des urines, la première analyse des urines, donc on peut avoir déjà une orientation sur l'origine glomérulaire ou non glomérulaire des urines. Donc vu le temps, donc je vais donner juste un exemple. Par exemple, les antécédents familiaux peuvent être présents dans l'hématurie glomérulaire parce qu'il y a des néphropathies héréditaires. Ils sont souvent absents donc, en cas d'hématurie macroscopique, sauf en cas de lithiase d'origine métabolique, par exemple. Alors, donc, vous voyez, donc, là aussi, l'analyse des urines comporte l'aspect, la morphologie des globules rouges. Ça, on ne le fait pas en pratique quotidienne parce qu'on nécessite une expertise très importante. Et ça montre ce qu'on appelle des globules rouges dysmorphiques qui doivent excéder les 30%, ou des acanthocytes. Ce sont ces petits globules rouges, donc avec des vésicules, et qui sont très typiques de l'hématurie glomérulaire. Alors, donc, on pratique, donc, une fois que vous avez eu l'enfant donc, qui a l'hématurie, on va éliminer les pseudo-hématuries. On confirmera par un examen cytobactériologique des urines,
qui va rechercher en même temps une infection, des cylindres hématiques et qui va, si c'est possible, donner la morphologie des globules rouges. L'évaluation clinique importante, anamnèse et examen clinique complémentaire. Et j'ai mis plus ou moins exploration, parce qu'il y a certains praticiens qui les font d'une façon systématique devant une hématurie, un bilan minimum, un examen cytopacte, fonction rénale, protéinurie et échographie, soit qu'on attend donc le reste, soit qu'on va directement vers l'étiologie qui a été suspectée au début. Et là, on a trois situations. Soit qu'on est devant une hématurie symptomatique, et dans ce cas, on sera orienté donc, vers la pathologie qui a été suspectée. Pardon. Donc, la pathologie qui a été suspectée, et puis soit une hématurie asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signes qui sont associés, donc rien, et puis une hématurie asymptomatique avec une protéinurie au début. Je vous dirai dès le début, si vous avez l'hématurie avec protéinurie, adressez pour un avis spécialisé. Alors, l'hématurie, elle est symptomatique. De quels symptômes on parle? Quand on dit symptomatique, là, je vais parler des deux, macroscopique ou microscopique. Toujours rechercher l'antécédent de traumatisme. Si vous avez le traumatisme, bien sûr, c'est le scanner qui va montrer des foyers. Des signes d'infection urinaire, la bandelette, on va attendre la culture. Et j'insiste aussi sur, quand vous avez des signes d'infection urinaire et que la culture est négative, il y a aussi les cystites d'origine virale, y compris donc l'adénovirus. Ça aussi, il faut le prendre en considération et dont le traitement est symptomatique, donc ce n'est pas un traitement antibiotique. Le reste donc, des symptômes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc l'hypertension artérielle, les signes de lithiase. Donc à ce moment-là, donc on ira directement vers un bilan par imagerie, l'échographie et le bilan métabolique. Et quand on suspecte une pathologie glomérulaire, si on est devant une hématurie microscopique, parce que ce que je viens de citer comme antécédent, c'est commun à l'hématurie macroscopique et microscopique. Maintenant, si on arrive au signe glomérulaire devant une hématurie microscopique, eh ben, il faut adresser donc directement vers un pédiatre, donc un spécialiste qui prend en charge les maladies rénales de l'enfant, excepté pour la GNA post-infectieuse. C'est la GNA, donc un pédiatre peut prendre en charge une GNA qui est non compliquée. Quand il s'agit d'une hématurie macroscopique, là, comme j'ai dit, c'est commun. Donc, tout ce qui est en haut, c'est commun, c'est le traumatisme, l'infection, tout ce qu'on a éliminé auparavant. Mais quand il y a des signes d'atteinte glomérulaire, c'est-à-dire quand on a l'HTA, l'insuffisance rénale, etc., donc la même chose. Donc, on revient comme l'hématurie microscopique devant une suspicion d'origine glomérulaire et on fait. Si c'est une GNA, donc on peut traiter, sauf si la GNA est compliquée et sauf si on suspecte une autre glomérulopathie. Donc là, on est censé référer à un spécialiste. Quand l'hématurie macroscopique est asymptomatique, elle est isolée, eh ben, j'ai encadré le bilan là qu'il faudra demander à la recherche des pathologies les moins fréquentes, c'est-à-dire la drépanocytose, le syndrome d'Alport, l'hypercalciurie ou des néphropathies à IgR. L'hématurie microscopique, c'est la plus fréquente en pratique. C'est la situation qui pose le plus de problèmes en pratique courante. Elle est souvent transitoire, elle est souvent bénigne, mais il existe aussi des causes qui peuvent être importantes et qui peuvent se compliquer par la suite de néphropathie auxquelles il faut faire attention. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé devant l'hématurie microscopique, donc c'est ça la différence avec l'hématurie macroscopique. Dans l'hématurie macroscopique, on y va directement vers le bilan, on n'arrête pas la surveillance, il faut absolument avoir l'étiologie. Dans l'hématurie microscopique, quand elle est asymptomatique, on surveille, on peut répéter l'examen. Vu son caractère fréquent, bénin et transitoire, on peut attendre 2 semaines, 3 semaines et refaire donc bien sûr l'examen cytopacte 2 à 3 fois avant de continuer les investigations. Alors, soit qu'on retrouve une protéinurie qui s'associe, et là toujours c'est l'affaire du spécialiste, soit qu'on trouve rien, donc après cette surveillance, et on refait encore l'examen clinique. Et quand je dis quand on refait l'évaluation, c'est l'anamnèse, c'est l'enquête familiale, c'est l'examen clinique, c'est la prise de tension et la recherche de la protéinurie qui est systématique. Et on surveille chaque 3 mois, que ça soit un bilan négatif, on n'arrête jamais la surveillance. Et après 6 mois de suivi, donc on peut adresser vers un avis spécialisé.
Voilà, donc là j'ai rapidement donc, les principales complications, donc quand est-ce qu'il faut adresser vers un néphrologue ou un neurologue. Et en dernier, donc j'insiste sur l'anamnèse, l'approche clinique d'un patient qui a l'hématurie. L'hématurie microscopique, on peut avoir une attitude expectative après un premier bilan, mais l'hématurie macroscopique, il faut insister pour la recherche étiologique et je vous remercie. Merci de cette présentation claire. Comment vous gérez une hématurie secondaire et une hypercalciurie? Ben, il faut traiter l'hypercalciurie. C'est Comment? le traitement de la cause. On ne traite pas l'hématurie parce que l'hématurie n'est qu'un symptôme. Comment Donc, vous traitez l'hypercalciurie? Ben, ça dépend de son origine. Si elle est c'est une tubulopathie, il faut traiter la tubulopathie. Si elle est idiopathique, on donne l'hydrochlorothiazide, un anticalciurétique et des inhibiteurs de la cristallisation pour éviter l'installation d'une néphrocalcinose ou de lithiase par la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la salle? Alors, on clôt cette session très intéressante.